Je cède tout de suite la parole au professeur Alain Fischer, professeur d'immunologie et chercheur en biologie, qui va vous préciser ce que nous savons sur le processus de sélection et d'évaluation que ces vaccins ont suivi pour être autorisés, et sur les modalités que nous instaurerons pour garantir le plus haut niveau de pharmacovigilance. Monsieur le professeur. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, comme vous venez de le dire très justement, la vaccination représente un espoir énorme, on peut le dire ainsi, pour arriver progressivement à contrôler cette pandémie qui a provoqué autant de morts et autant de souffrances de par le monde et spécifiquement en France. Les nouvelles qui sont arrivées de par les industriels qui ont développé les premiers vaccins au décours des études cliniques d'efficacité et de sécurité au cours de ces 2-3 dernières semaines sont sur ce plan encourageantes et même dans une certaine mesure nous ont surpris par la qualité des résultats. Donc je vais brièvement les évoquer, mais avant de les évoquer, je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est que, premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois, donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Donc aujourd'hui, nous avons information sur, disons, pour ce qui concerne la France, de 3 vaccins pour lesquels des essais de phase 3 ont été conduits et qui aboutissent sans doute, espérons-le, à une mise en pratique assez rapide des premières vaccinations. Dans l'ordre chronologique, les 2 premiers concernent une stratégie nouvelle de vaccination qui consiste à injecter par voie intramusculaire ce qu'on appelle de l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est un message d'une information génétique qui est enveloppée dans une petite bulle lipidique, toute petite bulle, qui va être capable de pénétrer dans les cellules en fusionnant avec la membrane. Et à l'intérieur des cellules intramusculaires, puisque l'injection est intramusculaire, cet ARN va permettre d'être traduit, c'est le terme consacré en science, en protéines. Donc ça sera la protéine dite d'enveloppe, la spike du virus, qui est la plus importante pour obtenir une réponse immunitaire. Et donc cette protéine étant exprimée, présente dans les cellules, elle induira une réponse immunitaire. On sait que c'est le cas, des études déjà publiées montrent que des anticorps sont produits et des réponses immunitaires plus larges sont produites. Donc cette stratégie est complètement nouvelle parce qu'elle n'a jamais été utilisée à grande échelle chez l'homme, même s'il y a eu quelques personnes vaccinées dans le cadre des essais cliniques contre Ebola avec ce type de stratégie. Donc le premier, c'est le vaccin de Pfizer et BioNTech, dont les premiers résultats ont été annoncés, avec une efficacité donc, dans la période de temps que j'ai indiquée, qui dépasse 90% et avec apparemment une protection également contre les formes graves de l'infection. Donc ce sont de très bonnes nouvelles, sauf d'autant qu'il n'a pas été signalé pour l'instant d'événements indésirables significatifs au cours des 2 à 3 mois qui suivent la vaccination. Donc c'est évidemment un espoir important avec les incertitudes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les aspects logistiques ont été mentionnés, je n'y reviens pas. Malheureusement, ce vaccin a besoin d'être conservé au froid. L'ARN est très fragile et donc ce qui complique l'approche logistique. Mais donc ce vaccin devrait, si les autorisations de l'Agence européenne puis l'évaluation française par l'HAS
et positive, pouvoir commencer à être utilisé pour vacciner les personnes dans les EHPAD, comme cela a été indiqué tout à l'heure. Le deuxième vaccin qui suit de près est celui de la société Moderna, qui est fondé sur la même technologie, avec à peu près les mêmes résultats pour ne pas être trop long, et donc qui va suivre logiquement avec les possibilités de disposer de ce vaccin, si, encore une fois, l'évaluation réglementaire est satisfaisante. Ensuite vient une autre stratégie vaccinale qui repose sur des petits virus que nous connaissons bien, qui s'appellent les adénovirus, qui sont des virus banaux qui donnent des infections respiratoires, des rhumes, enfin, qui sont sans gravité. Donc on peut modifier ces virus au laboratoire. Cela s'est fait déjà depuis de nombreuses années avec d'autres objectifs médicaux. Cela s'est fait dans le cadre de la vaccination contre Ebola, avec un certain succès. Donc ce n'est pas stricto sensu une technologie tout à fait nouvelle. Et donc la société AstraZeneca, à partir de travaux de l'université d'Oxford, a développé un tel vaccin et a fait état de résultats qui indiquent globalement que sur les personnes vaccinées, environ 10 000, comparé au groupe contrôle, à peu près un taux de protection de 70%. Là, il y a quelques incertitudes autour de ce vaccin qui font qu'il ne sera probablement pas mis en œuvre tout de suite. Non pas apparemment des incertitudes de sécurité, mais l'évaluation de l'efficacité est un tout petit peu biaisée par des sous-groupes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, sans doute, ce vaccin sera utilisable s'il est absolument validé en termes de ses résultats d'efficacité à côté de la sécurité, mais pas tout de suite. Et il faut savoir que viendront plus tard, dans l'année courant 2021, deux autres types de vaccins qui, je l'espère, apporteront aussi une contribution à la politique vaccinale, à la possibilité de vacciner. Le troisième est une technologie plus classique qui consiste à faire produire par des cellules la protéine d'intérêt, en l'occurrence toujours cette fameuse protéine spike, de l'associer à un adjuvant lipidique et de l'injecter par voie intramusculaire. C'est notamment la stratégie choisie, une des stratégies choisies par Sanofi, mais il y a également une société américaine qui est en train de mener des essais de phase 3 dont on attend des résultats au printemps. Et on verra si cette stratégie peut aussi compléter l'arsenal des agents vaccinaux. La quatrième stratégie, qui viendra encore un peu plus tard, c'est celle qui consiste à utiliser des virus modifiés capables de se diviser transitoirement dans le corps et donc qui amplifient l'expression de la protéine, toujours la même, spike, nécessaire à la vaccination. C'est notamment la stratégie qui a été développée par l'Institut Pasteur avec un virus de la rougeole atténué, celui qui est utilisé depuis des dizaines d'années pour vacciner contre la rougeole, donc avec une très très forte information sur la sécurité, donc qui serait modifié pour permettre l'expression de la protéine spike. Il y a d'autres approches du même type qui sont développées par l'Institut Pasteur avec la société Merck. Donc ces résultats viendront en cours d'année 2021 et nous devrions disposer, espérons-le, de tout un arsenal de vaccins avec des propriétés un peu différentes et qui permettront sans doute d'adapter les indications en fonction des caractéristiques des vaccins, notamment sur cette fameuse question de la protection contre la transmission. Un point évidemment critique que, Monsieur le Premier ministre, vous avez déjà évoqué, c'est le fait qu'il ne faudrait pas craindre, en tous les cas pas trop craindre, que du fait de l'accélération incroyable de la recherche, de l'innovation industrielle autour de ces vaccins, que les vaccins soient mis à disposition et que l'on commence à vacciner des personnes sans que toutes les mesures de sécurité et d'évaluation n'aient pas été prises. Donc ça, c'est le rôle des agences réglementaires qui évaluent, donc l'agence européenne et les agences françaises pour ce qui nous concerne, qui évaluent la qualité du produit, est-ce qu'il n'y a pas d'impureté, etc., qui le contiennent, qui évaluent sa toxicité éventuelle dans des injections dans différents types de modèles animaux. Il y a tout un protocole sur ce point qui doit être strictement respecté, qui évalue son efficacité dans des modèles animaux, ce qui a été fait chez des souris, chez des hamsters, chez des primates, et évidemment qui évalue les essais cliniques, d'abord dits de phase 1, qui testent la dose, essentiellement les modalités, et puis les essais de phase 3 dont je viens de parler, qui évaluent à la fois la sécurité et l'efficacité. Et il faut qu'un vaccin coche vert, si je puis dire, sur chacun de ces items pour qu'ensuite ils reçoivent une autorisation. Il ne faudrait surtout pas penser que le fait que le processus se soit accéléré conduise à couper les coins, comme on dit en anglais, cut the corners, sur les conditions d'autorisation de ces vaccins. Et pour terminer, je voudrais dire un mot, reprendre un point bref qui concerne, et je pense que c'est très important dans l'établissement d'une forme de contrat de confiance entre la population et cette possibilité de vacciner, c'est la pharmacovigilance. Donc un certain nombre d'actions, et évidemment en premier lieu celle de l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont c'est une fonction,
de surveiller de façon très attentive ce qui se passera chez les personnes vaccinées pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'événements indésirables qui seraient éventuellement de faible fréquence, mais même s'ils étaient de très faible fréquence, il va falloir les détecter et y répondre. Donc cette pharmacovigilance va s'exercer, on appelle ça parfois la vaccinovigilance, et aussi en parallèle sera évalué par l'INSERM, notamment des cohortes de sujets vaccinés. Je crois que c'est important sur le plan de la recherche. Et je voudrais terminer d'un mot, mais qui est peut-être le plus important, c'est pour que cette vaccination soit efficace, il faut établir la confiance. Cette confiance, elle ne peut pas être juste un message, une espèce d'injonction verticale émanant de vous, des autorités de l'État. Elle implique, à mon avis, et c'est absolument critique, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces questions, l'ensemble des acteurs, donc en premier lieu les professionnels de santé, qui doivent être eux-mêmes convaincus par une communication transparente et complète sur l'analyse bénéfice-risque, comme on dit, de ces vaccins. La société civile, vous l'avez dit, on peut penser en particulier aux associations de patients atteints de maladies chroniques. Et on a absolument besoin de l'aide de nos collègues universitaires et scientifiques des sciences humaines et sociales, qui sont des spécialistes de l'hésitation vaccinale, le sujet qui est susceptible de nous occuper dans les semaines et les mois qui viennent, et qui sont susceptibles d'apporter des propositions sur la meilleure façon possible de communiquer et par ailleurs de faciliter la vaccination. Je vous remercie.